Salut à tous, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on a une interview très spéciale avec un invité d'honneur, Thomas Loubersan. Comment ça va, Thomas? Ça va très bien, merci. On va parler de plein de choses. On va parler du jiu-jitsu brésilien, on va parler du MMA, on va parler un petit peu de l'actualité en France. Avant ça, petite requête, on est un jeune média, on est une jeune chaîne et ça nous aide beaucoup si vous vous abonnez à la chaîne. Donc n'hésitez pas, si vous appréciez le contenu, à vous abonner. Parfait. Alors Thomas, pour commencer, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour tous nos auditeurs au cas où certains ne te connaîtraient pas? Je suis un pratiquant de grappling d'origine lutte livrée par mon maître Roberto Leitão. J'ai beaucoup combattu dans les fédérations du jiu-jitsu brésilien. J'ai été 5 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe. J'ai été classé numéro 1 mondial sur 2 années en black belt adulte et IBJJF. Voilà, aujourd'hui j'ai 43 ans, je suis originaire du sud de la France, à Toulouse. Voilà en gros. Parfait. Et alors aujourd'hui, dans ta carrière, toi, t'en es où? Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Sur quoi tu travailles? Explique-nous. Bon, après moi, voilà, par rapport à mon âge, je suis sur la fin de carrière. Je pense que je vais faire peut-être encore un défi ou deux. Juste manière de rajouter une cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment vraiment par plaisir. Sans, pas comme quand j'étais jeune où vraiment j'étais vraiment très focus. J'ai un deuxième enfant aujourd'hui, donc je voudrais plus partager que les années d'avant, quand j'étais en pleine carrière. Et sinon, après, j'ai toujours enseigné. J'ai pu avoir une carrière quasiment de 20 années de compétiteur grâce à mon enseignement à côté, où j'ai toujours été assistant. Après, je suis devenu professeur et après, j'ai monté mon association. Après, j'ai enseigné dans des clubs et j'ai été pas mal sollicité par des clubs. Et donc, ça fait quand même 20 ans en parallèle que du coup, j'ai toujours fait du coaching. On ne me connaissait pas trop sur ce côté-là. Et je commence à le montrer depuis très peu par les réseaux. Tu vois, par exemple, tous les lundis matins, je mets un petit réel de ma philosophie, qu'on veut, de ma vision, un peu comment je vois les choses. Donc il y a beaucoup de gens qui me découvrent sur ça, en dehors du côté combattant. Et voilà, donc progressivement, on va dire que je vais de plus en plus vers l'enseignement. Pas mal de combattants de MMA commencent à me demander. J'avais toujours un peu participé, pas forcément à grande majorité, hein, mais j'ai toujours un peu participé dans les camps, non seulement en tournant, en conseiller et autres. Et aujourd'hui, ben, je le fais en étant complètement libre. Ça veut dire que toute personne peut me demander. Je n'appartiens pas à une équipe et je ne suis pas enfermé. Donc, si je fais ça, c'est pour amener mon expérience de grappleur international. Super. Petit point d'actualité, on t'a vu aujourd'hui en story justement sur Instagram soutenir la page Maître Fumier. Oui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On dirait qu'ils sont en train de se faire bannir d'Instagram. Bah, apparemment, ouais, je suis comme tout le monde. C'est un média qui sort de la norme, ça on peut le dire, je pense. Et bah, du coup, il tape un peu dans les fourmilières. Donc, moi, il y a une partie sur eux que j'adore et que je cautionne. Et si en plus j'ai pris parti, dans le sens à les soutenir fortement, c'est parce que ça a été les premiers à me protéger sur une injustice que je ne développerai pas, mais sur quelque chose que j'ai subi. Et ils ont été les premiers derrière à me soutenir. Et, j'ai renvoyé l'ascenseur très naturellement et à plusieurs reprises. Parce que je trouve que, un, il y a une cause. Deux, j'adore leur créativité. Je trouve que quand même ils amènent quelque chose de nouveau qui colle très bien à la société d'aujourd'hui. Et voilà, donc après aujourd'hui, je pense qu'ils dérangent certaines personnes, certaines choses. J'ai l'impression aussi qu'ils sont en train de régler pas mal de choses. Donc moi, j'irai continuer à les soutenir. Mais je m'aperçois qu'il y a de plus en plus de gens qui les soutiennent. Donc ça, c'est bien. Absolument. D'ailleurs, pour continuer sur le point d'actualité, est-ce que tu as regardé l'UFC hier? Quelques combats? Non, je regardais que le main event. Ok, donc t'as pas vu William Gomis Ah, si, pardon. qui a J'ai vu gagné. Gomis, j'ai vu Gomis et après j'ai regardé que le main event. Ouais. Ok. Bon, qu'est-ce que t'as pensé de la performance de William Gomis qui a battu justement un lutteur? Alors, du bien et du pas bien. Donc, on tout dans la critique constructive. Hein. Du bien parce que je pense qu'il est rentré quand même dans l'UFC un peu tôt.
ce qui pourrait être débat dans certains, mais c'est-à-dire qu'il a pris l'opportunité. Est-ce qu'il pouvait la refuser? Je pense pas. Il assume, dans le sens où quand même c'est 2 victoires, le résultat est là. On sent qu'il y a quand même du danger sur les 2 fois, sur la partie sol. On voit qu'il y a du danger, même sur la lutte, on voit qu'encore c'est pas encore solide. On voit que sur le striking, c'est son point fort. On le voit que son bagage sur les dernières années, il est travaillé. On attendrait qu'il lâche un peu plus, mais franchement, déjà rentrer comme ça d'un coup à l'UFC, c'était pas prévu, ça n'a pas été forcément très construit parce qu'il changeait d'équipe, parce qu'il est rentré, je crois, sur une opportunité. Ouais. Va falloir qu'il, et je crois que c'est ce qu'il dit, qu'il n'a pas encore tout montré. Je le comprends dans ses mots. Il assure déjà ce qu'il faut assurer, ramener la victoire. Et après, il faut peut-être avoir les moyens aussi de pouvoir lâcher les chevaux aussi. Il a une nouvelle équipe, il a une pression sur les épaules. Le premier UFC en France, la deuxième fois, c'est un voyage carrément aux États-Unis. C'est aux États-Unis, hein, ou ça, donc, ou à Vancouver, je sais où c'était. Ouais, non, c'était ça, c'était aux États-Unis. C'est aux États-Unis. Donc, je trouve que peut-être pas juger précisément le côté combat, mais de dire un grand bravo sur ce qu'il assume, sur ce qu'il porte sur les épaules. Il reste jeune. Maintenant, l'autre côté, j'ai peur, mais c'est pas par rapport à lui. Je pourrais avoir peur, une appréhension sur la volonté de l'UFC aujourd'hui où on monte des jeunes très très rapides. Et est-ce qu'on leur laisse vraiment le temps de se construire? Parce que c'est autre, ça dépasse les combattants. C'est une hype de société, on dirait que c'est allez, on y va, on met la lumière, on travaille ça. Et si tu marches, tant mieux. Si tu dégages, tant pis. Mais c'est le même débat que je pourrais avoir sur Gain, c'est-à-dire que il est doué, c'est fabuleux ce qu'il a fait, mais acquérir le sol, lutte, de ce niveau-là, je parle, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui apprend très vite, mais au niveau où il est-ce qu'on va lui laisser le temps en 2-3 combats? Est-ce qu'on va le protéger un petit peu sur les combats pour qu'il intègre vraiment cette lutte sol? Tu vois, donc j'aurais la même question sur Gomis, est-ce qu'il va... Les 2-3 prochains combats sont vraiment à regarder. Absolument. Très bonne analyse. Et je pense aussi que Gomis, au final, il a 2 combats, 2 victoires et c'est super encourageant pour la suite. Faut pas oublier qu'il est jeune encore, plus jeune que Cyril. Mais selon toi, justement, est-ce que quand tu es un striker, c'est possible en 2 ans d'avoir un niveau qui te permette de compétitionner avec des mecs qui font de la lutte universitaire aux États-Unis depuis qu'ils sont tout jeunes? Oui, oui, parce que c'est le MMA, c'est fabuleux. Par exemple, son coach qui fait quand même un très bon boulot, je vais parler sur le côté positif, c'est quelqu'un qui est très bon dans le management et c'est pour ça qu'il brille très bien dans le MMA parce que le MMA, c'est déjà du management en soi, entre la boxe, la lutte et le sol. Et on voit qu'avec des personnes qui n'avaient pas depuis 10-15 ans, il arrive à mener du top mondial. Donc oui, c'est faisable. Premièrement parce que voilà, le coach manager, et pas le coach entraîneur, mais vraiment le côté manager est très bon sur ce côté-là. Donc oui. Deuxième argument, je dirais que ce qui est fort, ce qui pourrait être un point fort, c'est que c'est la lutte en défense qu'il faut apprendre et le sol pour sortir. Ce qui est rapide à apprendre que la lutte pour attaquer ou du sol pour dominer. Si on regarde les plus grands grappleurs du monde en sol, n'arrivent pas à s'exprimer comme ça. Et les derniers qui pourraient y avoir, c'était Demian Maia. Et encore, ils allaient chercher du dos. Et encore, ça restait pas facile. Mais on parle de très très grands noms. Mais la défense avec un très bon coach. Moi, par exemple, pour le grappling, et la Hatch Academy a recruté Maxime François, Max Coach Paris. Et c'est un très très bon défenseur. C'est pour ça que moi je l'avais pris en coach en lutte. Et la lutte s'apprend clairement plus rapidement pour le haut niveau. Donc je pense que oui, il peut arriver quelque chose. Cyril Gain, oui, il peut arriver à faire quelque chose. Voilà, en résumé, sur le côté management et le côté défensif. Super. Alors, on va continuer avec les questions UFC et techniques, mais d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer rapidement, un peu nous faire un arbre descriptif des différences entre grappling, jiu-jitsu brésilien, luta libre, sambo, comment on se situe là-dedans? Je ne vais pas être la bonne personne pour toi, parce que je ne me suis jamais trop intéressé à tout ça. Je t'avoue que moi, j'étais un jeune. En fait, je suis rentré dans le sport de combat pour vraiment par thérapie, pour me faire du bien. J'avais besoin de trouver une place dans la société, dans la vie par rapport à mon enfance. Ouais. Et donc voilà, je ne me suis pas trop posé ces questions-là. Je montais sur un tapis, ça m'a fait du bien. J'ai trouvé un maître qui était de Racine Talivray, ça m'a vraiment parlé.
plus que quand j'étais allé dans quelques clubs de kimono. C'était vraiment le côté feeling et sensation entre tenue et pas tenue. Et je me suis aperçu avec les années que du coup, pas le fait de tenir un kimono, ça me laissait exprimer mes dynamiques de mouvement de corps et ça correspondait beaucoup plus à mon tempérament. Donc après, je me suis pas. Moi, j'étais plus intéressé à découvrir le Brésil parce que j'ai fait la moitié de ma carrière en allant m'entraîner beaucoup au Brésil. Et en second temps, quand tous les Brésiliens sont partis aussi aux États-Unis et que le niveau au-dessus après était aux États-Unis, je suis allé beaucoup aux États-Unis. Je me suis intéressé plus à ça, ou est-ce qu'il fallait que je m'entraîne plutôt que l'origine du sport. Donc, pour moi, c'est de la lutte et du sol, c'est du combat même. Ok, donc finalement, chaque discipline a ses spécificités. Mais par exemple, c'est dur des fois pour quelqu'un de l'extérieur de comprendre quelle va être la différence entre le jiu-jitsu brésilien, nogi et la lutte à livrer. Je t'avoue qu'il y en a, sûrement. Je pourrais quand même développer, mais je préfère même pas parce qu'il y en a. Mais regarde, j'ai un professeur qui était de lutte à livrer, 50 ans de lutte à livrer. Il m'a gradé ceinture noire de lutte à livrer. Mais j'ai fait 95% de mes matchs dans les fédérations de jiu-jitsu brésilien. Ouais. Donc, tu vois, je suis une mixité. Donc, automatiquement, en faisant 90% de mes matchs en jiu-jitsu brésilien, je suis influencé par le jeu, par les règles de jiu-jitsu brésilien. Mais j'ai une approche de lutteur parce que je me suis entraîné aussi avec des lutteurs. J'ai commencé mes premières années en faisant 10 combats de pancrace, de pankilo et de pancrace. Donc, j'étais vraiment un mix de tout ça. Donc, moi, je cherchais plutôt à comprendre quelles sont les règles dans quoi je dois combattre bientôt. C'était tout. Ça marche. Est-ce que le fait d'accepter, par exemple en jiu-jitsu brésilien, il y a beaucoup de travail sur le dos, il y a beaucoup d'acceptation d'être sur le dos. On voit même des gens en MMA qui pull guard, comme Kron Gracie, qui va se battre d'ailleurs bientôt contre le Québécois Charles Jourdain. Est-ce que c'est pas finalement mauvais en MMA d'accepter d'être sur le dos et quelque chose qui est quand même une grande composante du jiu-jitsu brésilien, le fait de pouvoir travailler sur le dos? On voit clairement une différence entre les années d'avant, il y a 20 ans, je veux dire, et aujourd'hui. On ne peut pas exprimer de la même manière le sol. Tout simplement parce que quand tu fais un sol avec quelqu'un qui ne connaît pas trop le sol, là, le sol devient très dangereux. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, tu prends un boxeur, un très bon boxeur, ça dominera. Mais contre quelqu'un qui ne fait même pas de la boxe et qui reste un peu bagarreur, tu ne seras pas à l'abri quand même d'un coup de poing. Même d'un rugbyman, tu ne seras pas à l'abri quand même mais au sol, ça n'arrive pas. Quand tu connais du sol, quand quelqu'un qui ne connaît pas, déjà par exemple, on va le voir. Aujourd'hui, la différence, c'est que tout le monde sait faire du sol. Tout le monde est à minimum 1 million de bagages. Et je dirais même que si tu regardes les ceintures de l'UFC ou le top, c'est des vraies ceintures violettes. Alors, il y a des ceintures noires un peu marketing, hein, mais vraiment de niveau compétition, de grande compétition, c'est des ceintures violettes, pas plus. Et d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de plus. Parce qu'avoir beaucoup plus de connaissances ou du détail pointilleux de stratégie, de règles, de marron, ceinture noire, IBJF ou ADCC, ils n'en ont pas besoin. Parce que ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas les mêmes distances, ce n'est pas la même exposition. Par exemple, le jiu-jitsu brésilien de kimono, le rythme il va être 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et la boxe, au sol, ça peut être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Déjà, par le rythme, vos informations. Deuxièmement, les distances. Moi, par exemple, dans le nogi, j'ai beaucoup joué sur une demi-garde. Tu es là, moi je recule de 10 cm, c'est-à-dire que le mec, il a un bras tendu, il a pas ses leviers de jiu-jitsu brésilien. Et bien, en frappe avec un MMA, pareil, tu vas t'exposer un peu plus loin, il ne peut pas se saisir, et il va y avoir une frappe qui va venir. Donc on voit qu'on ne peut pas exprimer le même sol. Ça veut dire que moi, je l'ai observé, des gars qui sont très très forts, mais qui sont dans un rythme jiu-jitsu, dès qu'ils vont à MMA, ben, ils n'ont pas le même rythme. Et ils peuvent, du coup, ils n'ont pas ces sensations, ils ne peuvent pas développer leur sol. Donc je pense que le côté athlétique du MMA, qui est devenu monstrueux, a bridé le sol. Mais même en parallèle, dans le sport spécialiste, par exemple l'événement pointilleux qui pourrait être l'ADCC, on s'aperçoit que ça devient de plus en plus athlétique. Donc, très intéressant. Je pense que le côté athlétique a pris vraiment une grande part dans le sport de combat aujourd'hui. Et est-ce que le côté athlétique, il prend aussi donc une part sur le côté, il grappille l'importance du côté technique, bien que les deux restent nécessaires? Ben pour moi, je pense que c'est le cycle, c'est-à-dire que tu as 3 piliers dans le combat, clairement, on comprend tous, physique, technique et mental. Moi, je pense qu'à un moment, il y a une évolution physique. Ensuite, on va la contourner, à un moment, il y aura un cycle technique. Ensuite, ce cycle technique, il y a des gars qui vont arriver, qui vont le recontrer par des adaptations et des préparations physiques.
Un exemple pour que les gens comprennent. Par exemple, quand tu deviens un lutteur, les lutteurs sont très forts dans l'axe ici, dans le corps de face. Donc à ce moment-là, ben, on va trouver, ils vont bloquer tous les tendances actuelles. Et hop, il y a une nouvelle tendance qui va arriver, ça va être les extrémités. Comme tu es solide au centre, on va t'attaquer l'extrémité. Donc voilà, et après, une fois qu'on va t'attaquer l'extrémité, tu as une autre stratégie qui va arriver, et ainsi de suite. Donc après, moi, souvent, ce que j'explique, par exemple, je fais pas mal de stages, j'explique que les gens ne sont pas débutants, par exemple. Mais la première arme qu'on a, par exemple, quand je dis qui c'est qui est débutant, il lève la main, non, je dis baissez la main, vous n'êtes pas débutant. Et je leur explique pourquoi. Parce que quand vous arrivez ici, si par exemple tu as 25 ans, ta première arme, c'est ton corps. Tu sais depuis 25 ans si tu es plus ou moins en force ou en endurance, si tu aimes bien les fractionnés ou le footing du week-end. Donc tu vois, et ça tu l'as. Faut pas confondre avec savoir bien l'utiliser après à haut niveau. Mais tu l'as aujourd'hui, alors que techniquement, tu viens d'arriver dans le club, tu connais rien. Donc, mais ta première arme, c'est le corps. Et en parallèle, que tu as toujours, c'est ton mental. Ce que j'explique à des gens, c'est que regardez, on fait du sport pour faire du sport, pas pour la bagarre. Mais si tu sors dans la rue maintenant et que tu as une histoire, tu as une bagarre, ben, tu vas pas dire au gars, attends, je reviens dans 6 mois, laisse-moi faire de la technique, il faut que je dorme, toi, tu évolues pas. Non, tu vas faire avec ton physique, tu vas faire avec ton mental et tu vas faire avec ton savoir à l'instant T. Et maintenant, on fait du sport de combat à côté pour se donner de plus en plus d'armes et faire un équilibre. Après, tu as des gens qui sont plus physiques, d'autres plus techniques. Et j'ai même envie de dire, pour finir l'explication, tu as 3 piliers, physique, technique et mental. Ben, tu as le 4e pilier après qui se débloque, c'est la stratégie. Ça veut dire qu'une fois que tu sais un peu maîtriser ces 3 et que tu te connais, tu as la stratégie. Donc, je reviens sur ta question, ça sera toujours des cycles. Pour contourner l'un, il va s'imposer, ensuite c'est un autre. Moi, je dis souvent qu'en combat, c'est pas un étalage de connaissances techniques, mais c'est imposer quelque chose. Donc, c'est des cycles. Parfait. On va revenir un peu sur ces cycles parce que moi, j'en parle, mais avec d'autres mots, je dis que souvent dans le MMA, on a des changements de paradigme. Mais avant ça, avant de revenir sur ça, j'aimerais que tu nous parles du côté philosophique et spirituel du jiu-jitsu brésilien et du MMA. De ton expérience, quelle est l'importance du côté justement philosophique dans ces sports de combat? Je pense que c'est la racine. Tu n'as pas de grandes performances, de grandes profondeurs, de grands résultats sans ça, sans une vision, sans une grande perception, sans une philosophie. Pour moi, c'est le haut de la pyramide. C'est le haut de la pyramide. Ça veut dire que de ça découle tout le reste. Ça veut dire que en bas de la pyramide, ce serait un étage technique. Parce qu'il faut répondre Ouais. toujours à la technique par la technique. Si, de temps en temps, oui, la société de consommation peut faire qu'on peut montrer beaucoup de choses techniquement. On a des atouts, on va vendre des choses, on va montrer des choses, on va faire des followers, on va faire des vues sur ça. Mais si tu vois que par contre c'est une erreur répétitive, c'est que là il y a un problème à cet étage-là, on va aller à l'étage au-dessus, qui serait le système. Donc tu vas avoir le système, entre deux, trois choses, tu vas combiner pour contourner. Au-delà de ça, tu vas avoir ce qu'on appelle les bases. C'est-à-dire que si tu as un problème technique, ça va être les bases. Les bases, ça va être le centre de gravité, la distance, le rythme. On va dire, change de distance, change d'angle, tu vois, ça résout le problème. Au-delà de ça, tu vas avoir la biomécanique, le corps. C'est-à-dire pourquoi tu fais cette technique alors que ton corps te le permet pas. T'es grand, t'es petit, t'es gros, c'est pas le meilleur choix. Et au-delà du corps, je reviens du coup sur ta question, c'est l'état d'esprit. Ça veut dire que parfois tu vas débattre dans des choix techniques ou autres alors que c'est l'état d'esprit. Et pour rigoler, tu vois, si en haut de la pyramide, t'es bête, ben t'es bête. On pourra t'expliquer tous les trucs techniques du monde, tu ne comprends pas les choses, tu vois. Ou à l'inverse, t'es un génie. Ça veut dire qu'on voit des John Jones, ou on voit des choses, des mecs sur le ring, c'est fabuleux ce qu'ils font. Ils font stratégiquement, techniquement, plein de choses. Mais tu sens tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et si tu regardes, toujours les grands, ils ont un brin de folie. Tu vois du John Jones, à l'extérieur, tu vois Davis, d'ailleurs ce week-end, c'est des très grands combattants. Il y a toujours une fille, tu vois, c'est presque Picasso. Pourquoi il se coupe l'oreille? C'est-à-dire que souvent, je dis, n'apprenez pas la poésie à comprendre le poème pour le poème. Essayez de comprendre ce qu'est le poète, comment il vit, qu'est-ce qu'il a, sa philosophie, sa vision. Parce qu'il y a quelque chose de peut-être de visionnaire ou en avance, ou en tout cas, il ne voit pas les choses de la même manière dans le même axe. Et c'est ça qui serait intéressant à découvrir. Donc oui, sur ta question, pour moi, c'est l'élément clé. C'est ce qui change, c'est ce qui fait que tu es différent de beaucoup de gens. Et dans le combat, la différence, la surprise, c'est ce qui fait que tu peux être imbattable pendant 3-4 années. Une fois que tout le monde a compris, hop, tu es moins surprenant. Mhm. Merci beaucoup. Pour toi, ce serait qui le plus grand combattant de jiu-jitsu brésilien en MMA, à l'UFC en l'occurrence? C'est ou c'était qui, selon toi? Ah, moi, je suis ancienne génération, donc je vais parler du cœur, pas forcément des statistiques et tout ça.
J'ai été marqué par Minotaur. J'ai été marqué par Arona. J'ai été marqué ça parce qu'on était dans du grand sol contre des... C'est des grandes oppositions de style. Tu vois, à partir du moment où tout le monde Ouais. devient aujourd'hui du même niveau, c'est difficile de distinguer vraiment le sol. Aujourd'hui, on voit du Burns qui est fabuleux, mais il est fabuleux parce qu'il boxe sa majorité même. Donc, c'est compliqué. Non, moi, je vais vraiment là me montrer, rester sur l'époque, moi, de Minotaur, Arona. En plus, je, je me suis entraîné avec. Donc, moi, j'ai été marqué par ça. Et aujourd'hui, des Charles Oliveira ou des Brian Ortega, est-ce que c'est eux les porte-flambeaux du jiu-jitsu brésilien en MMA? Certainement du brésilien, mais je suis pas impressionné. Je suis pas impressionné, c'est moins tranchant qu'avant. D'ailleurs, Ah je ouais? suis plus impressionné par un Khabib parce que je regarde le côté tranchant. Si on parle de sortir un nom sur quelque chose qui est marquant, Oliveira est fort. Ouais. Alors, rien à dire, hein, mais je suis pas marqué. Tu vois, Ok. j'ai été beaucoup plus impressionné par l'imposition dernièrement, hein, sur les dernières années de Khabib. Ok. Avant, j'ai été plus Ouais. marqué sur l'imposition de Georges Saint-Pierre par la côté stratégie. Alors, le premier qui a commencé à faire vraiment du MMA et combiner les trucs. Donc, Olivier, oui, mais on pourra en sortir plusieurs noms comme ça. Bon, justement, tu viens de dire Georges Saint-Pierre, tu as parlé de Khabib. Selon toi, avec ta vision, est-ce que Georges Saint-Pierre aurait eu la réponse à la lutte de Khabib ou Au pas? jour d'aujourd'hui, là, un match actuel, Khabib. Dans le match, le Khabib enfant, quand il a fini juste avant sa retraite, j'aurais mis Khabib. Mais on ne peut pas le comparer ce match parce qu'il y en a un qui est en fin de carrière, il y en a un qui est en pic de forme. Je trouve que c'est très difficile de faire des analyses ou des comparaisons comme ça. C'est du rêve, mais faut vraiment pas le prendre au premier degré. Quoi. Genre, faut pas le prendre en sérieux parce que la vraie question, c'est un Georges Saint-Pierre à son grand moment et Khabib. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout le même MMA à ce moment-là. Donc, si tu regardes sur la carrière ce qu'a fait Georges Saint-Pierre, pour moi, je suis beaucoup plus impressionné par la carrière de Saint-Pierre. Parce que Khabib a brillé, mais pas si longtemps que ça. Il n'est pas resté longtemps à la lumière avec le gros enjeu sur les épaules. Par contre, ça a été vraiment sur 2 ou 3 matchs, ça a été très médiatisé. Par contre, je suis plus impressionné par du Georges Saint-Pierre. Ok. Parce que beaucoup disaient, et nous on est au Québec, donc on est très à l'affût de ce qui se dit sur Georges Saint-Pierre, qu'il était un corps qui se maintient tellement en forme que sa forme, bah, pas actuelle, mais au moment où Khabib allait sortir, il était encore dans une forme largement compétitive, disons. Et ça ne me surprendrait pas parce que si tu regardes en communication, il ne montre rien. Il va s'entraîner très très régulièrement avec Gordon Ryan, l'équipe d'Anna et tout. Donc en plus, Ouais. tu me poserais la question en sachant qu'on a... Si ce fou, il est fort. Si ce fou, il est loin d'être ridicule. C'est quelqu'un de très intelligent, très fort et tout. Donc, mais mais c'est pas si facile que ça parce que tu le vois. Je pense qu'il y a eu des négociations sur le poids. Donc ça veut dire que c'est Mhm. compliqué. Ouais. Il y a de l'enjeu business et tout. Mais je pense que ça n'aurait pas été un match quand même facile pour Saint-Pierre. On va reparler justement de ce que j'aime appeler les changements de paradigme. Avant, j'ai l'impression, et dis-moi si je me trompe, en plus je suis quand même d'une génération plus jeune, donc j'ai pas autant d'expérience dans l'UFC du début de l'UFC. J'ai l'impression que le jiu-jitsu brésilien était super important. C'était une discipline qui était à maîtriser. On l'avait vu avec les Mayas, bon, un peu plus récemment les Ferguson, Diaz, Anderson Silva, les Frank Mir, les Verdum. C'était vraiment les patrons en jiu-jitsu brésilien étaient souvent les patrons dans la cage. Et là, l'ère Khabib, que j'appelle l'ère Khabib, elle est venue un peu changer tout ça. Et Complètement. la lutte et le sambo sont venus annihiler un petit peu les armes qu'apportait le jiu-jitsu brésilien. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça et je vais te donner une image pour rigoler. Elio Grassi disait, je ne sais plus de quelle manière il disait ça, il disait en gros, nous, tu tombes dans un océan, dans l'eau où nous, on est des requins, c'est un univers que tu connais pas. Donc vous êtes mort. Et en plus, il disait à côté de ça, on commence le combat par là où il se finit. Mais j'ai envie de dire à l'époque, est-ce qu'on laissait les lutteurs venir au début du UFC? J'avais entendu dire ça, peut-être que c'est pas à moi de confirmer, hein. Moi, je suis fan de MMA dans le sens grand public, je suis pas un spécialiste, mais j'ai l'impression, et on entendait dire que les lutteurs étaient quand même un peu freinés. Et même les dernières Ok. années, on sentait que quand même Khabib, il a eu du mal à la ceinture, on sentait qu'on a eu du mal à laisser des Russes, et j'ai l'impression que les Russes sont venus que quand il y a eu des contrats télé et tout ça qu'on commence à arriver. Donc avant, déjà, premièrement, est-ce qu'on laissait les lutteurs avoir une place proportionnelle? Maintenant,
il y a une deuxième chose. Après, quand tu tombes au sol à l'époque, voilà, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que, je donnerai une image rigolote, c'est-à-dire que les lutteurs, c'est des gens qui... Et moi, c'est ce que j'ai fait en nogi, c'est pour ça que je vais le relever, parce que je le vois. C'est-à-dire que, ben, c'est bien, t'es un requin dans l'eau, mais qui t'a dit qu'on va y aller? C'est-à-dire que Hmm. aujourd'hui, tu nous amènes plus dans l'eau comme ça. C'est-à-dire que les règles, c'est dans la Ouais. cage, sur l'océan. Qui est le roi de l'océan? Mais il y a l'impression que, comme on fait attention à ne pas changer de compartiment, ben, le mec, il est sur un bateau et c'est une guerre entre l'un qui va essayer de l'attraper et l'autre qui lui enlève la main de bateau qui dit va te noyer. Tu vois, qui lui enlève la main et du coup, tu forces la chose et là, il y en a un qui le scalpe. Donc, tu vois, moi, j'ai beaucoup joué sur cette partie stratégique en grappling, c'est-à-dire la distance qui vient. T'es un sport de mouvement, je suis brésilien. Moi, je vais mettre dans une distance dans laquelle il va falloir que tu viennes et pas un non, je te donne. Souvent, tu vois, l'entraînement, il check et il commence le sparring avec la jambe au milieu. En lutte, jamais tu fais ça, tu dois m'attraper la jambe. C'est pour ça que je dis que parfois le no-gi, on est plus proche de la lutte et de la boxe parce qu'on considère le travail et le danger dès le début des actions. C'est-à-dire, tu dois venir m'attraper, tu dois venir me prendre. Et au ring, c'est tac-tac, et le travail, on est sur la deuxième partie de l'action, une fois qu'on est attrapé. Et là, du coup, il y a les lutteurs qui arrivent, et avec des compartiments aujourd'hui, où dans le MMA, dans cette mixité, c'est 10 fois plus compliqué quand même de changer de compartiment, et la partie lutte est la partie centrale, qui peut décider. Donc aujourd'hui, on est quand même où tout le monde sait faire un petit peu de lutte, un minimum, et qui du coup peut te dire, je t'enlève la main, reste dans l'océan, je vais pas dans ton océan. Et du coup, on ne développe pas autant. Parfait. Et est-ce que on serait pas en ce moment dans un nouveau en processus de changement de paradigme avec des combattants qui sont en train de plus en plus d'apporter des solutions aux lutteurs? Et je prends comme exemple Edwards contre Ousmane ou encore, bien qu'il ait perdu, Volkanovski contre Makachev. Est-ce qu'on n'est pas dans un nouveau changement de paradigme là avec des athlètes qui commencent à avoir des solutions face aux gros lutteurs? Ah, je pense que, et c'est normal. Je dirais comme ça, j'aimerais même entendre des gens plus parler précisément. Mais je parle qu'un cycle, c'est combien? Je pense que c'est 4-5 ans un cycle peut-être. À voir, à analyser, mais du coup, on doit être sur un début de quelque chose qui Ouais, arrive. Et d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire que la boxe qui est en train d'être faite contre les lutteurs, je pense que c'est le timing, c'est la lecture du jeu. Tu vois, les coups de pied sur Usman de Edwards, tu vois, c'est le ouais. timing. Et sur son déplacement, il le prend à un certain moment. Et donc là, c'est très pointilleux, hein. Mais je pense, oui, Volkanovski, c'est pas une boxe dans le volume comme à la Holloway qui est venu perturber José Aldo au volume et tout. Là, Ouais. on sait que ben, il y a le volume, mais c'est le timing. On sent que on commence à comprendre les changements de niveau, les préactions des lutteurs. Ouais, il y a un début de cycle de quelque chose en tout cas. Et on voit ben, que les mecs, ils commencent à avoir de la défense de lutte avec les overhooks, ils commencent à utiliser les cages, à gêner, ils savent utiliser un peu la cage. Donc, ouais, ouais, il y a quelque chose de nouveau. Parfait. Ouais, je suis d'accord et j'entends pas beaucoup justement d'analyse parler de ces cycles-là. Peut-être que je devrais écouter plus de podcasts, mais selon moi, c'est vraiment important à analyser ces cycles-là qui dictent un peu le rythme du MMA mondial. T'en as parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce que t'as pensé? Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'as vu John Jones soumettre Cyril Gane? Ah, mais quel dommage pour la France. Ouais, Sincèrement, ben, pour Cyril, ah, le côté, le côté Cyril, comment dire, c'est quelqu'un qui a du courage énorme, énormément. C'est-à-dire que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est dans le MMA. Le mec, quand même, il prend deux tueurs. Il prend celui qu'on parle de Mike Tyson au niveau de la puissance de la frappe, il prend Ngannou. Dans un contexte particulier par rapport au club, l'entraîneur et tout ça. Derrière, il prend John Jones. Donc, le mec, il prend deux grands tueurs. Euh, donc, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas démarré ce sport de combat depuis très, très longtemps. Donc, un courage à féliciter en premier avant le résultat. Des épaules, je trouve qu'il assume énormément. J'adore son côté très positif qu'il donne. La gérance du stress avec le truc rigolo qui l'accompagne, j'ai envie de dire oui et non. En fait, oui et non, parce que c'est ce qu'il a peut-être amené à ce niveau-là. Moi, j'étais le premier à dire que ce côté positif qu'il avait, c'était sa mine d'or. C'est ce qui a fait qu'il arrive à ce niveau-là, de cette manière-là. Donc, j'ai même regretté
que le match à Ngannou soit allé sur les histoires, entre guillemets, peut-être utilisé businessment parlant, et entre Fernand et Francis, qui a détourné les Ouais. choses, qui fait que pour moi, il ne fallait pas amener euh, sur ça à Cyril. C'est-à-dire on a l'occasion d'avoir un mec qui donne une énergie, une positivité à toute la planète, et au-delà même du sport du MMA. C'est-à-dire que ce gars-là, il montre à tout le monde qu'on peut y arriver avec le sourire et la positivité. Donc, tu vois, même si tu échoues au moment du dur, effectivement, après, à l'inverse, je suis d'accord qu'au niveau du mindset, on sent qu'il y a eu quelque chose qui manquait contre quelqu'un de très dur, et John Jones. Mais là, c'est autre chose. Ça dépassait Cyril. Quand tu écoutes les paroles dans les conférences de John Jones a tout compris sur ses paroles. La manière dont il relève, et je le dis vraiment comme ça, la manière où il relève le costard de son coach, la manière où il relève qu'il fait du jeu vidéo, la manière dont il relève, ils sont contents d'être là, et c'est suite. Et en fait, il a compris, ils ont déjà réussi. Faut pas oublier que Fernand est allé chercher Cyril en lui disant sors de la boxe taille et tu vas arriver, tu vas gagner de l'argent dans la MMA. Donc il est venu à la MMA pour gagner de l'argent. Et en fait, si tu regardes Cyril, c'est un grand bravo qu'il a déjà réussi. Donc quand il commence, quand il fait, voilà, il a réussi. Alors en plus, il essaie d'aller chercher le Graal en plus. Voilà. La seule chose, c'est que je pense qu'il n'avait pas le mindset parce qu'il n'avait pas le match préparé de 6 mois. Et un match comme ça, on te prend au pied du mur, ben, tu te sens un peu... tu vois, c'est difficile. Je pense que c'est ça qui l'a dérangé à lui. Mais le côté décontracte et l'enjeu et tout, très bien. Maintenant, la lutte saute, je pense qu'il n'avait pas le niveau pour John Jones. Personnellement, je pense que tu fais 3 fois le combat d'affilée. Je pense que 3 fois le combat se passe comme ça. Au premier round, deuxième round. Voilà, au jour d'aujourd'hui. Parce que je pense que Jones était vraiment trop près. Tout le monde parlait sur Jones, sur le fait qu'on ne le connaisse pas et tout. Mais moi, j'aimerais me dire c'est le contraire. On connaissait Cyril, on le voyait combattre régulièrement et on connaît les gammes à Cyril. Il n'allait pas faire quelque chose de beaucoup plus surprenant, en tout cas au niveau du sol. Et John Jones, justement, on n'avait aucune information de lui. C'est un mec qui n'a jamais perdu. C'est un mec qui a traversé tu vois, beaucoup d'années et beaucoup de ceintures. Et en plus de lui, il est un mec en lutte qui est ceinture de l'UFC et médaillé olympique. Donc ces deux gars-là, tu crois qu'ils vont arriver et qui vont dire oh, peut-être qu'on est en forme ou pas, on va deviner. Ben non, ces mecs-là, ils savent déjà à l'entraînement, à des test matchs, à des trucs, ils savent exactement où ils en sont. Donc c'était plutôt ça, moi, que je craignais. Et on l'a vu jour de combat. Ce qui a fait John Jones, c'était fabuleux. Et d'ailleurs, pour finir l'explication, regarde le mot quand il dit il s'entraîne qu'avec des légers, il s'entraîne pas avec des lourds. Et la technique des guillotines qu'il fait, ça, c'est quand tu sais clairement que tu pèses lourd. C'est une arme, il a monté de catégorie, il a fait une guillotine. D'accord, une guillotine, c'est la vie, c'est même la technique qu'on peut faire le plus facilement. Mais il a fait une technique, il est monté de catégorie, il a fait une technique en utilisant son nouveau gabarit. Et il l'a fait sur un gars où lui, il a dit, tu t'entraînes avec des légers, attention. Et donc, du coup, cette technique n'est pas du hasard, mais pas du tout. Ok, parce que cette technique, par exemple, un match Moreno-Figueiredo, c'est pas forcément une guillotine qui aurait fonctionné avec des Pas du poids tout. plus légers. Peut-être à voir, là, je ne sais pas avec qui il s'est entraîné, mais peut-être que les premières réactions qu'a eu Cyril, c'était ça. C'était peut-être qu'il ne s'est pas entraîné avec des très très lourds, avec autant de puissance sur ce type de soumission. Est-ce qu'il n'a pas eu un réflexe à se dire, voilà, peut-être, tu sais, 10-20% de moins de puissance et de gabarit, tu tapes pas, s'il se faut, tu vois, peut-être. Et le jour du combat, avec l'enjeu, une demi-seconde de retard, tu t'aperçois que c'est trop tard et que c'est trop fort, ben, tu tapes, t'es pris, tu peux plus... Parfois, c'est ça qui choque. Je pense que, par exemple, Khabib choque des gens parce que tu comprends en vidéo, tu comprends en stratégie, tu comprends le technique, ce qu'il fait, mais le jour où tu l'as dans les bras, tu te dis, putain, j'ai pas eu le sparring qui avait la même pression, le même angle et la même puissance. Donc, je pense que c'est ça aussi qui l'a choqué. Je pense qu'il n'est pas ridicule, Cyril, en sol. Je pense que... Je ne vais pas dire qu'il aurait pu avoir en camp d'entraînement qu'il aurait pu avoir mieux. Je ne sais pas précisément ce qu'il a eu. Maintenant, moi, je connais bien Reda Medbouch, qui est très très bon, qui est un très bon combattant et qui était un bon atout dans le camp. Après, voilà, on savait que c'était un jiu-jitsu brésilien de dessous. Il ne pèse pas le poids d'un poids lourd. Mais par contre, c'était un bon gars à avoir. Mais voilà. Mais je pense que ce n'est pas un truc qui corrigera dans les 3-4 mois. Il faudra quand même un petit peu de temps. Mais par contre, je le pense très doué et qui peut le faire. Est-ce que toi, tu serais prêt bon, on sait ce qui s'est passé, on va pas revenir sur ce que Fernand avait dit, etc. Typique qui t'avait envoyé. Est-ce que là, si demain il t'appelle, il dit regarde, on a une revanche contre John Jones, est-ce que tu veux nous aider? Est-ce que tu irais ou pas? C'est difficile. Moi, là, tu sais qu'on m'a posé la question avant. J'ai dit oui, pas de problème, je mettrai les trucs de côté parce que je pense qu'au-delà de Cyril, au-delà d'un club et tout ça,
il représente la France et il ferait du bien en plus dans la France pour tous les clubs. Ça montrait tout le niveau. Ça montrait, même moi, je me retrouvais à faire du Ouais, monde, à avoir un coaching dans les stages, dans tout. Donc, on y est tous ouais, gagnants. C'est l'emblème d'un pays. Donc, oui. Après ce qui s'est passé, je t'avoue que j'ai du mal. Je pense sincèrement que j'aurais du mal. Après, ma vraie question, c'est pas est-ce que je dirais oui ou non. C'est ma vraie question, moi, c'est que est-ce que j'aurais quelqu'un de, si l'occasion se passait, est-ce que j'aurais quelqu'un de vraiment sincère, pas mensonge et manipulateur? Est-ce que j'aurais vraiment une demande sincère, fond de cœur et passion? Et si je sentirais ça, je dis bon ben let's go. C'est la première des choses. Donc oui, quelqu'un est de ce niveau-là, et je ne veux pas être coach ou quoi que ce soit. Je ne veux même pas parler de coach, c'est d'amener une expérience. Et je pense clairement, avec le palmarès que j'ai en Europe, peut-être les plus gros palmarès d'Europe. D'ailleurs, quand ils ont pris Devon c'est Johnson, ça. champion d'Europe, il faut savoir qu'il a fait champion d'Europe, j'étais champion d'Europe de la catégorie au-dessus en même temps. Donc, si tu trouves un autre un intérêt d'avoir un atout technique, pourquoi tu l'as pas, pourquoi tu ne trouves pas avec moi? Donc je pense, en tout cas, au-delà, je m'en fous moi de coach, c'était d'amener une expérience. Et moi j'aurais kiffé, bien sûr, d'amener une expérience. Je pense qu'en plus, il capterait très vite. Parce qu'en plus, dans mon travail, Ouais, je ne lui apprendrai pas du sol. Je lui apprendrai à transférer sa boxe au sol. Pour moi, il faut qu'il fasse pas de la boxe du sol, il faut qu'il fasse de la boxe au sol. J'explique, tu vois, par exemple, quelqu'un qui a 10 ans de langage de boxe, faut pas lui apprendre le sol. Faut lui apprendre à transférer. Par contre, quoi? L'angle, le travail, les pivots. En boxe, tu peux avoir les jabs d'arrêt, tu peux avoir les feintes, tu peux avoir le crochet dur, mais tu vas avoir le même, tu vas avoir le snatch, tu vas avoir le pivot décalage, tu vas avoir l'axe de combat comme le cadrage en boxe. Au sol, tu vas l'avoir. Là où tous les mecs de sol, ils parlent de levier dans le levier. Mais non, tu vas avoir les cadrages, l'axe de combat. Tu vas avoir en bras avant, il percute. Et ben nous, tu vas avoir bloqué, boum, guillotine. Tu vas avoir plein de choses en fait à transférer. Et j'en suis sûr qui serait très très fort là-dedans. Je pense que même l'erreur qu'il ne faudrait pas faire, c'est de lui apprendre du sol pour du sol. Et c'est pareil, la contradiction en dynamique de mouvement. Pour que tu me comprennes, tu vois, par exemple, que j'ai eu le banner, c'est quelqu'un qui fait pi, pa, pou, pa, pa, pi. Tu vois, au niveau de dynamique. Niveau, tu vois, si tu dessines des courbes et tout. Et tu vas pas arriver au sol et faire du wouam, boum, wam. Non, tu vas le perdre en fait. Il faut faire du sol, il faut pas ouais, pi. Tu vois, en niveau de cours, je sais pas quel mot utiliser, mais dans les ouais, ouais. mouvements, dans les dynamiques, et c'est ça qu'il faut essayer de conserver. Sinon, tu vas parler un autre langage d'un gars qui a la contradiction de son langage d'avant. Donc, moi, je kifferais, bien sûr, à ce niveau-là, avoir des gars qui sont élevés sur un domaine, de transférer dans un autre. Donc, Génial. au final, la question, je sais pas. Ça serait oui et ça serait non. Ça dépend du contexte, ça dépend j'ai l'impression que toi, le côté justement humain derrière est important quand même Oui, dans la prise de oui. décision finale. Moi, tant que j'arrive à vivre de mon sport, je suis content. Moi, je cherche pas des millions. Et le business, et c'est vrai que le business, à un moment, vient m'étouffer la passion. C'est sûr qu'un passionné d'un côté va pas comprendre le businessman de l'autre, et le businessman de l'autre va pas comprendre pourquoi ils réagissent comme ça, les jeunes avec la passion, ils font rien, tu vois. C'est difficile, et parfois l'entente au milieu, ben, c'est pas simple. Pas si simple. Que, est-ce que ça gêne le MMA français, les guéguerres? Il y a beaucoup de conflits, j'ai l'impression. Moi, je vois ça de loin parce que nous, on est au Canada, mais de ce que je regarde, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits entre clubs, entre coachs, entre écoles. Est-ce que ça gêne pas énormément finalement au développement? Ben, premièrement, j'ai Dans- l'impression que ça crée, il y a une position qui se prend. C'est-à-dire que le MMA se légalise il n'y a pas longtemps. Euh, donc, tu peux pas laisser la place à une seule personne. Maintenant, on va pas reprocher à une personne de prendre la place aussi. Donc, je pense que c'est le début. Je pense que tout le monde se bat pour prendre sa place. Moi, je t'avoue qu'au début, j'ai un peu réagi. J'ai dit pourquoi c'est comme ça dire. Et maintenant, je le prends en rigolant. Maintenant, mais une fois que je le prends en rigolant, maintenant, je me dis, mais en fait, c'est chouette. C'est chouette parce que, en fait, c'est une sélection qui se fait. Qui va se battre, c'est du combat. Donc les gens, ils se battent, ils vont en affronte. C'est un peu comme les premiers médias. J'ai vu des petits médias au début se faire et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc comme un... Et en fait, j'ai dit, non, c'est bien qu'il n'y ait pas de médias. C'est très, très bien parce que là-dedans, eh ben, t'en as qui vont se retourner contre eux en disant, mais là, vous faites n'importe quoi. Donc il y en a qui vont commencer à faire du bien, d'autres peut-être s'effacer, qui allaient peut-être faire du n'importe quoi. Et en fait, tout le monde va trouver sa place et la concurrence et ainsi de suite. Et je trouve que par exemple, la transpi, maintenant, Maître Fumier,
a créé même un engouement sur les autres médias. Et du coup, je pense que même les combattants ont regardé les médias grâce à ces problèmes et du coup s'intéressent maintenant à plein de médias. Alors peut-être qu'ils regardaient même pas les médias avant. Donc non, je pense que c'est bien tout ça. Je pense même que du coup, le fait que tu préfères telle organisation ou telle organisation, ben, à partir du moment où normalement tu dis que tu préfères ainsi ou ainsi, c'est-à-dire que tu t'es penché dessus. Donc c'est Ouais, toujours intéressant. J'ai l'impression que moi, en tout cas, je trouve que c'est bien. Après, voilà, faudra pas y rester des années tout le temps dedans, quoi. non. Mais je Moi, vois. je regarde. Vas-y, Comment? vas-y, je t'écoute. Non, moi, je regarde beaucoup Maître Fumier, je regarde La Sueur, je regarde un peu tout ce qui se fait. Du moins, j'essaye de regarder. J'ai aucun parti pris du fait, notamment, que moi, je suis pas du tout sur place. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit acharnement contre les factoriens, contre Lopez. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? Je sais pas. Mais moi, je suis assez chauvin dans le sens où, malgré le fait que je vis au Canada, j'aime beaucoup la France et j'aime représenter la France et je veux que la France brille sur la scène internationale. Et aujourd'hui, en étant à l'extérieur, ce qui fait briller la France en termes d'organisation, c'est Arès, par exemple. Ouais. Donc je pense que on doit quand même, malgré tout, rendre à César ce qui appartient à César, sans vouloir le comparer à César. Mais je pense que c'est une bonne chose pour la France à la fin, hein, ce que fait Fernand Lopez avec Arès et le MMA Factory. Est-ce que tu partages un peu ce point de vue ou Je pas? partage ton opinion. Oui et non. Oui, parce qu'il y a du vrai, mais non, on ne peut pas le simplifier autant que ça. C'est-à-dire que le MMA, un jour, va être à la lumière. Et il ne faut pas oublier qu'il y a du travail fait à l'amont. Maintenant, Bien sûr. le jour où il allait l'année où il allait être à la lumière, celui qui était le premier, mais il ne faut pas oublier qu'il récupère tout le boulot des années d'avant. Donc il faut être reconnaissant. Est-ce Mhm. que tu entends de cette personne-là parler beaucoup des anciens? Non. Et c'est là où on lui reproche, c'est pour ça qu'il prend la foudre, il veut récupérer toute la lumière sur lui. Et c'est là où je comprends quand même que des gens se retournent. Mais c'est normal que si c'était pas lui, c'était un autre, le jour où la MMA se légalise, c'est le mieux positionné qui va tout récupérer à ce moment-là. Mais il faut pas oublier des Anthony Rea, faut pas oublier des grands combattants. Moi, j'étais contre Anthony Rea, mais c'était un mec, moi je l'ai vu, c'était un guerrier. T'en as dans le sud, t'as les frères Scavo, t'as eu les Fernandez, tu vas sortir des noms en France, t'en as, en veux-tu, en voilà, de l'époque d'avant, les Greg même aujourd'hui qui combattaient, et ainsi de suite. T'en as beaucoup Ouais. de très grands combattants qui ont fait dans les périodes où c'était dur. Pas Mhm. il n'y avait pas ce côté plaisant à la maison, on a quelque chose à gagner, il y a la télé, tout ça. Non, c'était le côté dur. Et ce jour-là, le MMA se légalise. Il faut comprendre que ces gens-là, il n'y a aucune zéro lumière. Et le jour où la personne a la lumière, il ne les valorise pas un petit peu de différentes manières. Ensuite, là où je ne vais pas être d'accord, c'est que moi, j'ai travaillé là-bas. Et donc, tu vas être numéro un parce que tu as un char d'assaut. Tu avances et c'est un très gros bosseur et il fait ce que d'autres devraient faire. Il le fait lui. Et il est bon. Et ça, bravo. C'est le meilleur et de loin. Par contre, les gens, ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne voient pas en off, c'est que moi j'y étais. Quand on t'interdit de t'entraîner dans les clubs, quand on t'interdit de. Tu vois, par exemple, moi j'ai fait un Ouais. ADC Camp, la seule condition, moi j'allais m'entraîner chez Mathieu Husson une fois ou deux, j'étais allé m'entraîner chez Mansour Barnaoui une fois ou deux, tout ça. Et quand j'ai eu Ouais. l'ADC Camp, la condition qu'on m'a posée, c'est d'aller nulle part ailleurs. Et j'ai dit, mais c'est pas Ouais. possible, c'est anti-sportif. En grappling, je gagne zéro, je prépare une sélection. Non, c'est parce que, tu vois. Et donc, ça, c'est une action, c'est un truc personnel sur moi, sur des milliers de fois avec des milliers de gens, tu Mhm. vois. C'est qu'au bout d'un moment, ces gens-là, le retour de femme, tu peux que le prendre quand tu veux monopoliser les choses de cette manière-là. Je sais pas, tu vois, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais c'est Non, normal. non, bien sûr. T'es pas la personne la plus généreuse et par contre, niveau business, c'est centré sur lui, centré sur son truc et compagnie. Et du coup, l'écosystème qu'il a fait, il est monstrueux. Et d'ailleurs, je souhaite pas Ouais. que le reste disparaisse. C'est fabuleux. Je ne souhaite pas que cette équipe de management disparaisse, pas du tout. Parce qu'il booste tout le MMA français, parce qu'il dit aux autres, les gars, nous on le fait le boulot. Maintenant, c'est la manière d'être fait. Tu vois, Je c'est comprends. autre chose. C'est-à-dire, de résumer à dire qu'il y a la jalousie, que parce qu'on est connu, que c'est la jalousie, non. Moi, je connais plein de gens qui sont connus et qui n'ont pas cette jalousie Ouais. derrière. Et il n'y a pas de fumée sans feu. Donc à un moment, faut, voilà, quand tu interdis beaucoup de choses à beaucoup de gens, de parler, d'aller t'entraîner, de faire de ci et là, ben, à un moment, le jour où tu les as plus, ben, les mecs, ils vont dire, ben voilà, là, on va parler, on n'est pas content. Donc moi,
Voilà, donc je suis mitigé. Je comprends que c'est très fort, mais je comprends aussi les gens qui partent, qui parlent et qui en ont marre. Tu sais, moi, je ne suis pas parfait, personne n'est parfait. On a tous bien deux, trois histoires avec quelqu'un. Mais quand on a 40 avec quelqu'un, et quand tu vois que tu as beaucoup de monde qui n'est pas content, là, quand même, il faut quand même un moment se dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un fonctionnement qui ne va pas. Ou est-ce qu'il est trop visionnaire en France et que la France est trop arriérée? Est-ce qu'aux États-Unis, il fonctionnerait comme ça? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est trop dans la mentalité américaine UFC? Parce que vraiment, il est très fort là-dessus. C'est une copie-collée de ce qu'il fait et c'est fabuleux. Ouais, Est-ce qu'il n'est pas trop visionnaire? Est-ce qu'il n'est pas trop à l'avance? Est-ce que la France n'est pas trop décalée du coup? C'est peut-être ça, donc je ne sais pas. Mais par contre, ça, je peux te le dire en étant en interne, il y a des choses sur les passionnés et des choses sur les combattants et des comportements de business qui n'ont pas été du tout adaptés à être dans le côté humain. Non. Et une je fois comprends. quitté, eh ben, les gens ils se sont sentis frustrés. Et tu vois, même toi, tu m'as posé une question dans le podcast. Est-ce que si on t'aurait appelé, si on t'aurait proposé, est-ce que tu aurais intégré tout? Je peux te retourner la question, à ton avis. Pourquoi il va prendre Devon Johnson et pas moi? Alors que Devon Johnson, il va dire j'ai été chercher aux États-Unis, c'est faux. Il était à Gracie Barra, il était à Paris en stage et tout ça. Il a pris parce que c'était le moment et c'est bien, et tant mieux. Mais Timing. tu vois, je veux dire, voilà, il y avait des mecs à prendre. Il y avait des mecs, hein. Si tu veux parler de défense de lutte en France, Maxime François, que Hatch vient de recruter, je peux te dire que voilà, moi je pense, une référence en sol en France et en Europe. J'ai été le chercher, ce gars-là. J'ai compris de suite à qui j'ai affaire. Donc quand tu es un des plus grands managers au monde, parce qu'il est un des plus grands managers au monde, pourquoi tu vas pas prendre ces gens-là? Tu le vois, tu les vois. Donc maintenant, voilà, je vais fermer parce que je ne veux pas rentrer dans un truc très. Mais parce que, la question c'est, est-ce que tu vas arriver à travailler avec des grands pour faire des grandes choses, ou est-ce que tu travailles avec des mecs que tu peux arriver à gérer pour faire des grandes choses pour toi? C'est différent, tu vois. C'est pour ça que, attention, le grand Je public, comprends. vous identifiez dans des grands trucs de série de gain, mais est-ce qu'ils font des vraies choses et des vrais choix dans leur politique entreprise pour vous aussi en même temps? Non, il va vous dire le jour à l'UFC, soyons tous ensemble ce jour-là, mais quand tu as fait tes 300 dernières Ouais. actions et que c'est pas du tout de rassembler et de fédérer, tu sais, tu as les réseaux sociaux, hein. Donc tu Mhm. prends une personne, tu l'écoutes pas, tu regardes les actes. Regarde les réseaux sociaux sur les 10 dernières années et tu vas voir si c'est quelqu'un qui fédère. Regarde si c'est quelqu'un qui rencontre du monde. Regarde si c'est quelqu'un qui va vers les gens, et ainsi de suite. Donc à un moment, juste le jour de l'UFC, oui les gars, faudrait qu'on se rassemble, c'est le jour J. Ouais, C'est de la politique. D'accord? ouais, je comprends. Non. Maintenant, s'il n'y a pas un mec fort, businessment parlant, politiquement parlant, et ainsi de suite, on n'arrivera pas aussi à arriver à ce niveau du UFC qui est du business et de la politique. Donc, il en faut un. Et je finis le truc en me disant, mais il faut, et c'est là où il faut arrêter de parler de lui. Il est là, il a sa place, il la mérite et il fait du bien. C'est aux autres aussi à se bouger. Ça veut dire que c'est à moi de se bouger, c'est à toutes les autres équipes à se bouger, c'est à tout le monde aussi à se bouger, à faire ce qu'on a à faire. Et si on n'est pas content de certaines choses, à le montrer et à le faire. Voilà. Moi, par exemple, il apparaît sur mon coaching, pas de problème. Tu sais, c'est la manière de. Il sait très bien mon niveau de coaching. Mais il a parlé et il sait ce qu'il a fait, alors qu'il connaît. Il a même écrit sur Instagram une fois, tu es une encyclopédie, ici, là. Mais derrière, je dis, c'est ma faute. Donc, parce que je ne le montre jamais, en fait, mon coaching. Je ne le montre pas, en fait. Donc, j'ai dit, ben voilà, il a soulevé un problème. Donc, je le remercie. Donc, régulièrement, maintenant, je monte des petits essais de ma pédagogie. Et du coup, je me suis aperçu que les gens, maintenant, voient ma pédagogie, mon coaching. Et je dis, mais en fait, voilà, c'est. Donc, tu vois, c'est un mal pour un bien. Donc, il Absolument. booste le MMA français, dans le bien comme dans le mal, il booste tout le monde, sincèrement, hein. Donc, moi, je le félicite. Je le félicite. Après, MMA, il m'a fait deux, trois trucs, je le félicite pas. Mais voilà. Et regarde ce qu'il a fait avec Non, Imavov. je comprends. Regarde ce qu'il a fait avec Gain. Regarde ce qu'il a fait. On peut pas dire le contraire. Maintenant, je pense que Absolument. moi, Moi, je kiffe Saladin Parnasse. J'ai les yeux dessus. Je me suis entraîné avec. Vraiment, moi, je m'y retrouve en plus dans ce que je vois. Tu vois, de ces gars, j'adore. C'est un gros travailleur dans l'ombre, truc. J'aime bien Hatch, comment il gère son équipe, alors que je ne connais pas plus que ça. J'ai vu un petit peu. Je m'y retrouve en tout cas. Tu vois, j'ai plus de passion à regarder ça. Mais t'en as des bons partout. T'en as des bons partout. ouais, mais notamment en France. Hein. Notamment en France, on a Mansour Barnaoui aussi, là, que tu as cité tout à l'heure, qui va se Bon, battre au oui, non. Bellator à Paris, qui est super fort. On a aussi des Benoît Saint-Denis Le que, Saint-Denis, qui est un très qui, selon gros. moi, vont faire Très du gros. mal. Mansour, j'ai tourné avec. Je peux vous dire que c'est un doué. T'as Oumar Sy, euh, Oui. qu'il faut bien regarder. Qui, qui-
qui va revenir en France, justement. Là, j'ai vu dans une organisation à Rennes qui va combattre, qui va recombattre en France. Ouais, Donc, j'ai vu non, là, il y a des très, très. sur les réseaux, c'est Maître Fumé qui en parlait. J'ai vu, Ouais, ouais, ça c'est un gros événement. absolument. Ben, merci pour ton analyse très nuancée. Je pense qu'aujourd'hui aussi, ce qui manque dans le paysage et dans tous les côtés, c'est la nuance qui permet souvent de s'approcher le plus de la réalité Je pense et de qu'en pas être dans France, les extrêmes. il faut sortir de ce truc cliché, c'est-à-dire gentil ou méchant, beau, Ouais, moche. Personne n'est parfait et j'ai même envie de dire ce qui fait la personnalité, c'est les deux. Donc voilà. Après, tu regardes ce que tu veux y regarder. Moi, si je veux critiquer quelqu'un, je vais trouver des arguments. Si je veux dire qu'il est fort, je vais trouver des arguments. Voilà, et fais attention d'être dans les deux sens quand tu parles ou quand on te parle. Fais attention dans les situations, c'est-à-dire que faut pas être son propre avocat ou quand quelqu'un parle, croit qu'il a raison ou tort. Tu sais, c'est le juge qui déjà qui déterminera qui est le juge en plus, tu vois. Donc, au final, il n'y a pas de c'est vérité clair. absolue tant que le juge n'a pas parlé. Et en plus, le juge, si tu changes de juge, ça peut changer de décision finale. Donc, en fait, Absolument. tu t'aperçois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, c'est la vie, tes opinions dans le sens personnel, et tu peux parfois Absolument. les garder pour toi. Parce que si c'est faux, moi j'ai des opinions que je viens de dire aujourd'hui. Si c'est faux dans 5 ans, je pense pas pareil. Donc voilà, je pense qu'après, bon, tout le monde a le droit de l'erreur. Moi, je trouve qu'il y a des belles choses en tout cas, et c'est un grand boom en MMA. Et dans le boom, ben, ça fait mal. Ça veut dire qu'il y a du bien, il y a du mal, ça prend sa place. Hâte de voir ce que ça va donner dans 2 3 ans. En tout cas, je pense que si tout le monde avait ta philosophie, notamment par rapport à ça, ça irait mieux. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup d'orgueil et de fierté qui rentrent en compte et qui font Wow, que on ça en a part un peu, que ça fait un gros boom. Ouais, bah après Hein. moi aussi, j'ai mes réactions aussi, que j'essaie de pas forcément exprimer. Je suis plus en off et j'ai des réactions, parfois je suis pas content de certaines choses, je fais attention de ne pas les dire à jour. J'ai eu mes réactions aussi, sûrement, quand j'ai réagi à. Quand j'ai eu un pic gratuit, j'ai fait des stories, tu vois, j'aurais dû le faire une fois ou deux, je l'ai fait 4 5 Ouais, fois en plus, tu vois. Je me dis après, arrête, ouais, moi, c'est parce que je voulais le faire en rigolant, parce que vraiment je l'ai pris à la rigolade. ouais, ouais. Non, je Mais comprends. à moi, c'est aussi de dire, hé, stop, arrête tes conneries, parce que la vérité, on la connaît aussi, donc bon, bref. Ouais, ouais. Et donc voilà, mais faut regarder tout ce qui se fait. Et tu vois, moi, j'ai aimé regarder Gomis. J'ai été là. Je me suis levé, j'ai regardé ce match. Donc, c'est pas pour rien. Mais du coup, ben, t'en as un qui participe et t'as les autres aussi. C'est-à-dire que t'as les médias, t'as les combattants, t'as Gomis, Ouais, t'as tout le monde. Donc, tu vois, qui a raison là-dedans? C'est tout le monde. On est tous des participants de ce milieu. Donc, 100%. Changeons de sujet. Qu'est-ce que yes. tu penses de Cédric Doumbé qui dit qu'il pourrait battre des Ousmane ou des Ramzat? Est-ce que c'est réaliste selon toi qu'un striker d'élite puisse Non, battre en MMA des... je pense que sur la lutte sol, il sait très bien où il en est. Nous, on le sait pas d'ailleurs, on n'a pas trop d'indicateur. Je pense qu'au niveau mindset, oui, il est fort. Je pense qu'en boxe, il n'y a rien à prouver, même s'il faut adapter un MMA. Je pense qu'il est très intelligent, ce gars-là. Je pense qu'il est vraiment très très fort. Je pense qu'il a compris ce qu'il fallait faire businessment parlant. Il a compris, c'est un boulot. Il a compris que dire des choses d'un côté, ça n'empêche pas de prendre son temps niveau sportif et professionnel pour évoluer, tu vois. Du coup, voilà, Mhm. les gens grand public regardent ce qu'ils veulent regarder, ils donnent de la matière, il prend sa place. Et de l'autre côté, j'ai l'impression qu'il prend bien son temps pour se construire. Il a bien fait les choses avec MotoGP, il a pris les matchs comme il fallait, ça lui laisse le temps de s'entraîner, parce qu'il sait que quand ça, le rouleau compresseur va se mettre en place, il va se mettre en place. Donc, tu sais, le fan, il avait envie de le voir l'année dernière à l'UFC. Mais est-ce que cette année de retard n'est Ouais, pas bien et pas bien réfléchie? Moi, j'ai l'impression que Cédric Doumbé est un garçon très, très intelligent. je pense aussi. Je pense aussi. Vous n'avez pas été contacté, vous, de votre côté, toi, pour l'aider au niveau lutte? Non, non, non. Je sais qu'il est entouré de Mehdi Ottman, qui est un bon gars en grappling. En lutte, précisément, je sais pas. Et je crois qu'il est maintenant un petit peu chez la Hatch. En tout cas, on l'a vu faire des entraînements chez la Hatch et en parler même sur le MotoGP. Ouais. S'il y a Maxime Mhm. qu'on soit là-bas, ben, il aura, pour moi, personnellement, le meilleur coach en défense de lutte. Ça c'est quelque chose qu'il va falloir suivre. Parfait. Et je pense que Doumbé, il devrait le rencontrer juste pour faire une analyse.
Parce que voilà, Cédric Doumbé, c'est une référence en boxe pied-point. Voilà, moi je pense que c'est une référence en lutte sur le grappling. Je lui donne un petit conseil, c'est de faire un briefing, comme rencontrer quelqu'un, tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Une séance avec Maxime, et lui demander qu'est-ce qu'il en pense. Parce que là, il y a une référence, et 6 fois champion de France de lutte poids lourd, et c'est un jeu défensif. Donc Maxime aura les mots pour Doumbé, pour lui dire où est-ce qu'il en est, ce qu'il faut. Et Cédric va de suite voir dans le discours de Max où est-ce qu'il en est. Mais vraiment, en plus humainement, Max c'est un très très bon gars. Et je pense que Cédric qui a l'air plus indépendant, un peu, euh, un peu plus libre. Je pense qu'en tout cas, il peut en tirer beaucoup de cette relation chez Hatch avec Maxime François. Et le sol, je ne sais pas. On ne sait pas trop le niveau de sol qu'il a. Ça serait là l'élément dangereux pour le niveau mondial de l'UFC. Par contre, je suis d'accord avec ce qu'il dit en rigolant. C'est-à-dire que, par exemple, le match qu'on parle avec Baki, c'est un mec beaucoup plus dans la MMA sur tous les compartiments. Ouais. Mais donc, attention, Baki peut l'amener au sol et ça peut être un match quand on n'a pas d'infos sur. Mais attention aussi, il y a beaucoup de gens qui oublient. Un mec qui a été plusieurs fois champion du Glory avec des petits gants. Je ne sais pas si vous réalisez, c'est un Mike Tyson avec les petits gants. C'est-à-dire que oui, c'est un beau sport. On ne connaît pas trop d'informations, mais comme ce que je viens de dire, j'ai l'impression qu'il cache beaucoup. Mais les gars, tu peux avoir un mec qui peut être un peu complet, bien et tout. Attention, oui, et j'adore Baki. Attention à Mike Tyson, en manière de parler, avec des petits gants. Ça peut éteindre toutes les théories et tous les débats stratégiques. Donc, en plus, si tu regardes Doumbé, il a fait des matchs avec la tête en avant et les mains, avec la hanche beaucoup reculée. Ça veut dire que tu peux pas un takedown comme ça. C'est-à-dire que tu peux pas rentrer en takedown comme ça. Il a entre guillemets, déjà la hanche en sprawl défendue, quoi. Donc, il t'oblige, entre guillemets, à boxer. Donc, il va falloir le boxer pour rentrer en bas, quoi. Et rentrer en bas. Rentrer en clinch. Ah et rentrer en clinch, ça pourrait plus marcher contre quelqu'un qui a les hanches reculées. Oui, mais du coup, c'est ce que tu comprends, c'est ce qu'on comprend. C'est-à-dire qu'il faut rentrer sur des 1 de Rook, tu le vois de suite. Et d'ailleurs, Baki est sur ça, parce que Baki, pas quelqu'un qui va mettre de la plus grosse pression contre la hanche et contre la cage contrôle, mais qui a plutôt le haut avec un balayage. C'est pour ça que ce match-là, il serait même intéressant sur ce côté-là, tu vois. Et du coup, ils iraient au sol. Mais attention, quand même, les petits gants, quand même. Attention, les petits gants, c'est une double. Je pense que malheureusement, on n'aura pas ce combat-là, mais ça aurait, toute la France aurait aimé. Mais pas tout de suite, en tout cas. C'est pas dans un avenir proche qu'on aurait ce combat-là, je pense. Oh, mais si le management sait-on jamais pousserait en sorte de faire que ça se fasse à l'UFC, va savoir. C'est Parce ça. que la France, à l'UFC, ce serait pas mal. Ah, ça serait énorme. La France, un UFC en France. Ah oui, absolument. Et là, ça reste dans les règles des trucs français, là. Et je serai le premier à le regarder. Hein. Et à parier, je ne sais pas qui je mettrai. Hein. J'aime bien ce que dégage. et les deux ont des angles pour gagner. Ouais, faudrait faire une grosse pré-analyse, tout analyser, mais même parfois on a beau tout analyser, il se passe des choses qu'on n'attend pas. Ouais, parce que comment bon, c'est l'événement dans la tête aussi. Ouais. Franchement, je pourrais continuer comme ça en question longtemps, mais là on est quasiment à 1 heure, donc on va s'arrêter là. Merci beaucoup Thomas Louberson pour avoir accepté cette interview. Merci pour l'invitation. Ciao tout le monde, à bientôt. Ciao, ciao.